Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire que nous organisons avec notre partenaire Letton, un partenariat que nous avons initié depuis 2019 avec donc Letton pour accompagner nos adhérents sur notamment les dispositifs fiscaux en faveur de l'innovation, voilà, avec toute la palette de services de notre partenaire. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les dispositifs d'incitation à la RDI, que sont les classiques que vous connaissez plus ou moins tous, le crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt innovation, le statut jeune entreprise innovante, pour lesquels Laure nous fera un petit récapitulatif des actualités fiscales suite au projet de finances 2024. Et puis, décryptage des deux petits nouveaux qui sont venus compléter la palette, que sont notamment le SICO, le crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative, et le dernier, le CI3V, le crédit d'impôt d'investissement pour l'industrie verte, qui s'inscrit dans les enjeux récents de décarbonisation de France 2030. Eh bien, Laure, je vous laisse la main. Merci Nathalie et bonjour à tous. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de vous partager ces dernières informations, actualités fiscales. On souhaite vous proposer l'ordre du jour suivant, une présentation très rapide de Letton en termes d'accompagnement. On rentrera très vite dans le vif du sujet avec quelques rappels sur le CICO et un décryptage de ce nouveau dispositif qui entre en vigueur, le C3IV. On reviendra un peu plus longuement sur la parution du guide CIR 2023 et les informations clés à retenir au sujet du projet de loi de finances 2024. On terminera par quelques actualités fiscales et un retour d'expérience sur les derniers contrôles fiscaux que nous avons pour lesquels nous avons pu accompagner nos clients. Letton, très rapidement, Letton, on est un cabinet de conseil, globalement en expertise diverse. Les principales est la partie innovation recherche avec les différents dispositifs de crédit d'impôt, de statut de jeune entreprise innovante, des dispositifs complémentaires sur des aides et subventions et de l'IP Box. L'enjeu étant d'accompagner nos clients sur plutôt un process 360 en recherche d'économie dans divers leviers. Donc, au-delà des aspects RDI, vous allez avoir des sujets autour de la diminution de l'empreinte carbone, la maîtrise des coûts énergétiques et la partie RH fiscale. Donc, on a un champ des possibles assez grand et assez vaste avec quelques sujets parfois qui sont transverses. Au niveau de la partie innovation, recherche, en France aujourd'hui, on est régionalisé. Donc, moi, j'appartiens à l'agence de Lyon. Et on a un peu plus de 200 consultants scientifiques, en majorité des docteurs, qui accompagnent nos clients sur leurs diverses déclarations, leurs divers sujets, avec une moyenne de durée de mission de plus de 6 ans. Donc, on a plutôt des accompagnements qui sont pérennes aujourd'hui. Entrons dans le vif du sujet. Le crédit d'impôt recherche collaboratif pour commencer. Donc, c'est un dispositif qui est assez récent, sur lequel on a pu communiquer principalement l'année dernière. L'idée était de vous redonner quelques éléments clés pour pouvoir vous aider éventuellement à mieux cibler ces dispositifs et à vous orienter vers l'un ou vers l'autre en fonction de la typologie des projets. Donc, c'est un dispositif qui est entré en vigueur au 1er janvier 2022, l'an dernier étant la première année effective de vie et d'existence de ce dispositif. C'est un dispositif qui vient au départ couvrir la fin et l'arrêt du doublement des factures des organismes publics dans le crédit d'impôt recherche. Donc, on est sur non pas de la prestation, de la sous-traitance, mais de la collaboration, d'où le nom du dispositif crédit d'impôt collaboration recherche. Il doit viser à récupérer une partie des éléments de collaboration et des échanges de flux financiers sur ces collaborations-là, sur la base d'un contrat signé à partir de 2022, sur lequel on porte un projet commun avec ce qu'on appelle un ORDC, un organisme de recherche et de diffusion des connaissances. Contrat qui doit mentionner un certain nombre de points, le détail du projet, le détail de qui fait quoi dans le projet, le partage donc des risques, à la fois financiers et scientifiques, le partage des coûts, le partage des résultats et de la propriété intellectuelle également, ainsi qu'une facturation au coût de revient, donc sans marge. C'est un dispositif
qui nécessite donc d'avoir une validation préalable des modalités contractuelles avant même le lancement du projet et qui nécessite également, pour les organismes de recherche et de diffusion des connaissances, ces fameux ORDC, d'être agréés SICO par le ministère de la Recherche. Donc, il y a différentes conditions qui sont également à vérifier pour que ces organismes ORDC puissent bénéficier de cet agrément. On est principalement sur des organismes publics ou assimilés, avec un certain nombre de critères qui sont rappelés ici. Donc, exercer une activité de recherche, l'exercer de manière indépendante et pas ou peu d'activité économique. Et la constitution des dossiers d'agrément, elle se fait en plusieurs étapes. Elle nécessite au préalable d'obtenir un agrément crédit d'impôt recherche. Ce qui signifie que si vous travaillez avec un ORDC qui n'est pas agréé SICO, il a plusieurs agréments consécutifs à demander et ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, ayez ça en tête si vous souhaitez activer ce levier pour 2023. Si vous avez un partenaire avec lequel vous travaillez qui est agréé, que votre contrat de collaboration respecte bien tous les critères, normalement, vous êtes bénéficiaire du CICO. Bénéficiaire, ça signifie un certain nombre de dépenses qui entrent dans le calcul du seuil. Les dépenses, elles sont principalement listées ici, les frais de personnel, les éventuels coûts matériels, logiciels, instruments, bâtiments, d'éventuelles prestations de services aussi, des frais généraux, des prestations, des dépenses annexes comme les droits de propriété intellectuelle. Donc, ce sont l'ensemble des coûts qui sont admissibles pour calculer ce fameux seuil. Attention, si les organismes avec lesquels vous travaillez bénéficient aussi d'aides ou de subventions, on est tenu de déduire ces dépenses-là de l'assiette du seuil. Même chose, quand on est sur un contrat de collaboration, vous avez donc une partie du travail qui est réalisé par l'organisme agréé SICO qui va vous refacturer la quote-part du travail qu'il a mené pour vous. C'est cette facturation-là qui est valorisable au niveau de ce dispositif. Il n'empêche que vous avez aussi des travaux qui sont menés de votre côté par votre propre personnel. Ces dépenses-là, elles peuvent être valorisées au crédit d'impôt recherche si le projet est éligible. Donc un projet qui répond à la définition de la R&D au sens du crédit d'impôt recherche. Chose que je n'ai pas précisée, je reviens juste dessus une seconde. Ça concerne du coup tout type de société. Donc, toute société de la TPE au grand compte peut bénéficier du crédit d'impôt recherche collaboratif. On a simplement un plafonnement à 6 millions de dépenses et un taux d'option qui va être différencié, 50% de la facturation pour les TPE-PME, 40% pour les autres entités. Donc, ça reste un dispositif qui est intéressant, ça reste un dispositif qui est incitatif aussi. Il a fait l'objet courant 2023 de quelques clarifications au niveau des bulletins officiels des impôts. Donc, là où la problématique se pose, c'est que ces bulletins officiels des impôts, ces textes de loi arrivent finalement pratiquement 1 an et demi après la mise en vigueur du dispositif. Donc, il y a quelques apports, quelques précisions qui sont apportés par ces textes, quelques éléments de souplesse sur la date de signature des contrats, sur la possibilité pour l'ORDC de publier ses propres recherches, des clarifications sur le coût de revient, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de ce fameux coût de revient et comment les travaux doivent être découpés. On n'a pas plus d'informations, pas plus de précision, donc ça reste quand même un dispositif qui est jeune, avec assez peu de retours d'expérience. Des informations qu'on avait pu obtenir par le biais du ministère de la Recherche, assez peu de sociétés finalement ont déclaré du crédit d'impôt recherche collaborative en 2022. Donc ils espéraient avoir quelque chose d'un peu plus significatif sur 2023. On est encore un peu tôt pour se positionner et ça nécessite, comme on le disait, de valider un certain nombre de points en amont. Donc, c'est un dispositif qui est plutôt par anticipation que par analyse en fin d'année. Si vous avez des questions en termes de mise en application, ensuite, n'hésitez pas à les poser au niveau du chat, on essaiera d'y répondre. Dernier point sur la manière dont on déclare, le CICO se déclare de la même manière que du crédit d'impôt recherche. Donc, on a le CERFA déclaratif sur lequel on vous demande de renseigner les différents montants, le taux d'option et vous bénéficiez au même titre que le crédit d'impôt recherche ou crédit d'impôt innovation
d'une imputation du crédit d'impôt sur l'IS, d'un remboursement immédiat si vous êtes PME au sens communautaire. Donc, ces éléments-là sont les mêmes que pour un crédit d'impôt recherche innovation en termes de modalités déclaratives. On a un nouveau crédit d'impôt qui apparaît également, qui entrera en vigueur rapidement, qui s'appelle le crédit d'impôt C3IV, donc crédit d'impôt investissement industrie verte. Il est apparu dans le projet de loi de finances 2024, donc ce sera en vigueur à compter du 1er janvier prochain. C'est un crédit d'impôt qui vient, comme le disait Nathalie, pérenniser et accélérer les investissements sur le sol français dans le cadre de la décarbonation. On a un certain nombre de critères et de conditions à respecter. Ça ne reste pour l'instant que des conditions qui sont inscrites au niveau de la loi de finances. On attend des décrets d'application, on attend des bulletins officiels des impôts qui devraient venir clarifier tout ça. Donc, on a les contours principaux, mais les modalités pratiques ne sont pas encore définies. En termes de conditions à respecter, on a des nécessités en termes d'obligations fiscales pour les entreprises qui souhaiteraient obtenir ce crédit d'impôt, donc être simplement en phase et en norme par rapport au dépôt des comptes annuels, respecter des éventuels points de législation avec un agrément, mais j'y reviendrai dans quelques minutes, et ne pas délocaliser à l'issue des travaux ou ne pas relocaliser ou localiser des activités qui seraient hors France sur le sol français juste pour bénéficier de ce crédit d'impôt. Il y a une obligation d'exploitation sur une durée minimale de 3 ans ou 5 ans des investissements aussi, une fois que les constructions sont faites. Les entreprises en difficulté, a priori, ne seraient pas concernées par ce crédit d'impôt. Ça reste également à clarifier, notamment sur la définition d'entreprise en difficulté. Raisonnablement, on est plutôt sur des sociétés qui ne seraient pas dans ce contexte-là pour le bénéfice du C3IV, mais idem, les précisions sont en attente. On parlait d'un agrément. Il y a un agrément préalable à obtenir. Pour toute société qui souhaite bénéficier du crédit d'impôt C3IV, elle doit déposer au préalable et avant le démarrage des travaux une demande d'agrément. Pour le moment, on a une adresse mail générique qui est ouverte. Cette adresse mail générique, elle est à la fois partagée entre la DGFiP et l'ADEME. Il n'y a pas aujourd'hui de trame ou de dossier d'agrément clairement défini. Donc, ça se fait un peu au cas par cas en fonction des sociétés qui souhaitent être agréées C3IV. Normalement, des informations qu'on a pu avoir, on a quelques clients qui ont commencé à initier ces demandes-là. Donc, on travaille plutôt sur la constitution d'un dossier au cas par cas. La DGFiP et l'ADEME s'engagent a priori à avoir et faire une réponse sous un délai raisonnable de 3 mois. Donc, comme les demandes et la plateforme d'agrément a été ouverte fin octobre, on en est encore aujourd'hui à la constitution des dossiers. On aura un peu plus de retour d'expérience à partir de janvier ou février 2024. Donc, on sera amené vraisemblablement à recommuniquer à ce sujet-là. On a parlé des modalités, mais on n'a pas expliqué ce qu'il y avait dans ce fameux C3IV. Le crédit d'impôt investissement industrie verte, il vient asseoir et il vient financer des dépenses assez limitatives en termes d'activité. On est sur de la fabrication d'équipements ou de composants essentiels à la fabrication de ces équipements ou de matériaux nécessaires à la fabrication de ces fameux équipements. On a 4 types d'équipements aujourd'hui qui sont éligibles, qui sont les batteries, les éoliennes, les panneaux solaires et les pompes à chaleur. Toute autre activité qui sort de ces 4 grandes catégories d'équipements n'entre pas dans la liste des activités éligibles au crédit d'impôt investissement industrie verte. Donc aujourd'hui, on a cette liste-là qui a été communiquée avec des exemples en termes de matériaux, de composants essentiels, notamment pour les batteries, les éoliennes, les panneaux solaires et les pompes à chaleur. Si vous avez un doute sur votre éligibilité en termes d'activité par rapport à ce dispositif, la seule manière d'obtenir une réponse, c'est de faire une demande auprès de l'adresse que j'ai mentionnée précédemment pour les demandes d'agrément. Seules la DGFiP et l'ADEME peuvent vous répondre et vous donner un oui ou un non de principe si vous sortez ou si vous êtes à la marge sur ces différentes cases. Quelles sont les dépenses qui sont éligibles? Si vous êtes bien dans ces catégories d'équipements, vous avez vraisemblablement 2 types d'activités.
deux types de dépenses qui sont éligibles. Les dépenses qui vont être des dépenses qu'on catégorifiera de biens corporels, donc tout ce qui va être afférent à la construction des bâtiments, des installations, des équipements, des machines, etc. Tout ce qui va être nécessaire à la construction de l'éolienne, de la pompe à chaleur, de la batterie, du panneau solaire, et des biens incorporels associés, donc plutôt du brevet, de la licence, du savoir-faire. Donc ça reste assez court. 90 à 95 des dépenses sont raisonnablement plutôt dans la catégorie des biens corporels. On prendra en compte ces dépenses pour leur montant hors taxe et au même titre que tout crédit d'impôt, si vous obtenez déjà des aides publiques qui viennent financer la construction des installations et des bâtiments, elles seront à déduire de l'assiette de dépenses éligibles au C3IV pour ne pas financer 2 fois une même dépense. Donc, si vous êtes dans cette catégorie d'équipements éligibles, si vous avez des investissements de bâtiments, de machines, vous déposez un agrément et que votre agrément est accordé, vous avez la possibilité de récupérer donc une quote-part de vos dépenses par ce crédit d'impôt. Les taux applicables sont différents en fonction de la typologie de la société, de sa taille, de sa localisation. Et les plafonds sont également différenciés. Donc là, je vous ai listé les différents cas de figure. Je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est bien évidemment beaucoup plus avantageux pour des TPE que pour des grands comptes, parce que les investissements sont aussi plus lourds quand on est une structure de taille plus petite. Ça reste avantageux. Vraisemblablement, on serait sur des assiettes de dépenses assez conséquentes quand même. Donc, ça peut nécessiter une analyse et une étude au cas par cas. Idem, si vous avez des questions, des doutes, des interrogations, n'hésitez pas à revenir vers nous, soit par le chat, soit à l'issue de la présentation. On tâchera d'y répondre au mieux. On est sur un crédit d'impôt. Donc, on impute ce crédit d'impôt sur l'IS et il y a la possibilité de récupérer la part non imputable en remboursement. On ne sait pas si c'est du remboursement immédiat comme le crédit d'impôt recherche innovation ou le crédit d'impôt recherche collaborative. On ne sait pas si c'est spécifique au TPE-PME ou si c'est applicable pour tout le monde. Donc, les modalités de remboursement restent en attente de clarification. Et pour le moment, c'est un crédit d'impôt qui est plafonné dans le temps. C'est limité à toute demande d'agrément qui serait déposée avant le 31 décembre 2025. Donc, il y a finalement 2 années test, 2024-2025, à l'issue desquelles le gouvernement fera certainement une étude et une analyse pour savoir si ce dispositif est réellement incitatif pour les sociétés. Je bascule sur la partie actualité fiscale. L'idée étant de vous partager 2 éléments clés, la parution du guide CIR 2023 et les éléments à retenir au niveau du projet de loi de finances qui ne tardera pas à être validé. Commençons par le guide CIR. Guide CIR 2023. Donc pour information, le guide CIR, c'est un guide qui est édité par le ministère de la Recherche, disponible sur le site du ministère de la Recherche, mis à jour tous les ans. Date de parution qui est très dépendante de la quantité de données et d'informations qui changent d'une année à l'autre. On a pu avoir des parutions très tardives. Cette année, c'est finalement assez tôt, parution le 26 octobre dernier, avec quelques nouveautés à la fois sur la forme et sur le fond. Sur la forme, on a un guide qui rappelle un certain nombre de points déjà présents les années précédentes, donc un guide complet, un guide spécifique pour les sociétés qui sont sous-traitantes, et la mise à jour, cette fois-ci, d'un certain nombre de documents d'aide directement sur le site, notamment les nomenclatures, les dossiers justificatifs techniques et financiers, donc avec quelques compléments et précisions. Sur le fond, pas de changement radical dans l'approche, pas de changement ni de coupe drastique dans les postes de dépenses. On est plus sur des attentes complémentaires, des précisions, à la fois sur le sujet des dépenses de personnel et à la fois sur le sujet des agréments. Donc, l'idée, c'est de vous partager ces différents points avec un focus en premier lieu sur les agréments, qui est finalement la section qui fait l'objet de plus de modifications. Les agréments CIR, pour rappel, ce sont les sociétés qui sont sous-traitantes, qui peuvent demander un agrément auprès du ministère de la Recherche pour que leurs donneurs d'ordre puissent retenir tout ou partie des factures dans leur propre calcul de crédit d'impôt.
On a eu pas mal de chamboulements avec la fin du doublement des organismes publics. Donc, l'ensemble de la section, elle a été remaniée avec du détail par type de structure et par type d'organisme. Donc, on a tous les cas de figure qui sont présentés individuellement, à la fois les organismes publics et les organismes privés. On a des précisions sur le cas des experts indépendants qui n'ont pas la nécessité aujourd'hui de présenter un projet de R&D s'ils disposent d'un HDR, donc c'est une habilitation à diriger des recherches qui soit récente. On a des précisions sur les modalités d'acquisition et de perte de l'agrément. Plusieurs cas de figure en cas de fusion, absorption, rachat ou TUP. Jusqu'à présent, l'agrément était conservé sur simple demande de la société en question auprès du ministère de la Recherche. Aujourd'hui, il y a une perte de l'agrément qui sera systématique. S'il y a un changement de sirène, la société en question devra déposer une nouvelle demande. On a des précisions sur les sociétés de conseil et les bureaux d'études. De manière particulière, on leur demande de présenter préférentiellement un projet interne, à défaut de présenter un projet client, mais en étant en capacité d'expliquer clairement en quoi la R&D ou en quoi de la R&D a été réalisée pour ce projet client. Donc, ça fait l'objet d'une nouvelle trame de demande d'agrément avec davantage de précisions qui sont attendues, notamment sur la partie travaux, la partie rôle du demandeur, notamment si on est sur une société de conseil ou bureau d'études dans le projet qui est présenté, et des précisions qui sont supplémentaires sur les aspects matériels et logiciels. Je vous les illustre sur cette slide des extraits de cette nouvelle trame, donc avec les nouveautés. Donc on a une section 3 qui apparaît avec des informations sur le rôle du demandeur, notamment si on est à bureau d'études, comme je le disais, ou société de conseil, pour expliquer en quoi le projet présenté est un projet de recherche, et une mise à jour de la section moyens humains et matériels, où on demande de préciser le nombre de personnel, le nombre de docteurs, les contributions scientifiques individuelles, éventuellement des éléments de diplôme, de domaine de compétences. Donc, on est un peu plus précis sur cette section ressources humaines et on demande davantage d'informations. Cette section ressources humaines, elle n'est pas uniquement présente dans la partie agrément. La partie CIR, C2I aussi fait l'objet d'une attente supplémentaire de la part du ministère de la Recherche, avec une justification qu'on pourrait qualifier de renforcée pour la partie dépenses de personnel. Donc, dans les dossiers techniques justificatifs, chaque société déclarante devait déjà préciser la liste du personnel qui avait travaillé sur des activités de recherche en expliquant quel était le rôle de chaque personne dans le cadre du projet. On demande davantage d'informations aujourd'hui dans le dossier technique. Au-delà de la contribution individuelle, on demande de préciser le diplôme, l'année d'obtention du diplôme, le quantum valorisé, donc le rapport entre le nombre de jours R&D et le nombre de jours passés sur le projet, la nature des travaux, des précisions sur les liens entre les chercheurs et les techniciens. Donc, on sent qu'il y a un peu plus une vigilance accrue, en tout cas, sur ces éléments-là, et une demande de la part des experts du ministère de la Recherche de bien s'assurer que chaque personne qui est déclarée au crédit d'impôt recherche, elle est bien légitime et elle a bien contribué à l'avancement du projet. On a d'autres précisions et modifications, or plus mineures, qui sont apportées, des précisions sur le sujet des demandes d'informations complémentaires, les fameuses DIC. Les demandes d'informations complémentaires, ce sont des demandes qui émanent des centres des impôts des entreprises quand une société PME fait une demande de remboursement immédiat d'une créance de crédit d'impôt recherche. Pour pouvoir débloquer ces fonds, les centres des impôts des entreprises pouvaient être amenés à demander des clarifications ou des précisions techniques et financières. On précise simplement qu'un remboursement d'une créance de crédit d'impôt ne vaut pas acceptation. S'il n'y a pas d'expertise ministère, le projet a simplement été validé a priori, sans avoir une confirmation. Donc un coup de tampon du ministère de la Recherche sur ces dossiers-là. On a des précisions sur les procédures d'expertise qu'on a pu constater, donc avec effectivement davantage d'échanges entre les experts du ministère et les sociétés contribuables dans le cadre d'expertise technique, des débats oraux qui se systématisent, la transmission de pré-rapports d'expertise aussi, qui sont davantage présents, donc c'est plutôt une bonne chose, et des précisions sur la portée des rescrits
Donc, les rescrits JEI pour Jeunes Entreprises Innovantes, simplement pour expliquer qu'une société qui ferait une demande de rescrit sur un projet, si elle a une validation de son rescrit, ça ne vaut que pour le ou les projets qui sont présentés dans cette demande-là et pas sur le reste du périmètre. Donc, ça paraît être une évidence, mais c'est clarifié. On a toutefois quelques points en suspens qui n'ont pas été précisés. Le CICO, donc j'expliquais tout à l'heure qu'on a eu des bulletins officiels des impôts qui ont été édités courant d'année 2023. Pour autant, la section CICO n'a pas été modifiée. Dommage, mais sans incidence. On a eu quelques éléments en termes de jurisprudence qui ont fait pas mal de bruit cet été sur la notion de subvention publique. J'y reviendrai juste après. Donc, je préciserai ce qu'on entend derrière ça. Pas de prise en compte de ces informations dans le GITSIR et simplement une omission. On a un changement de taux d'option pour le crédit d'impôt innovation à compter de 2023. Donc, jusqu'avant 2023, on avait 20% des dépenses qui étaient éligibles au crédit d'impôt innovation avec un plafond à 400 000, ce qui vous permettait de bénéficier au maximum de 80 000 euros de crédit d'impôt. À compter de 2023, on a plusieurs choses qui changent pour le crédit d'impôt innovation. On a la suppression des frais de fonctionnement, mais en contrepartie, le taux de 20% passe à 30%. Donc, ce qui signifie que pour un plafond à 400 000 euros qui est inchangé, vous avez non plus 80 000 euros, mais 120 000 euros de bénéfices de crédit d'impôt innovation possible. Donc, ça reste avantageux. Le guide CIR explique bien que le taux de 20% est supprimé, mais omet de préciser quel est le nouveau taux en vigueur, donc de 30%. Si on poursuit sur les autres éléments, en termes de nouveautés, on a la loi de finances 2024 qui est encore en cours de discussion, validation, mais qui ne devrait pas trop bouger. Quelques informations clés. La première, c'est qu'on n'a aucun changement sur le crédit d'impôt recherche, malgré quelques amendements proposés, donc c'est plutôt la bonne nouvelle. On a un article qui apparaît sur l'instauration du fameux C3IV, dont j'ai précisé les contours précédemment. Et on a un dispositif Jeune Entreprise Innovante qui s'élargit avec de nouveaux types de jeunes entreprises innovantes qui apparaissent, qui viennent soutenir les startups et les PME. Donc, c'est la jeune entreprise d'innovation croissance, c'est la jeune entreprise d'innovation rupture. J'y reviendrai juste après. On a un abaissement proposé des critères pour le calcul des dépenses de R&D. C'est l'un des critères qui permettent d'obtenir le statut jeune entreprise innovante. On devait atteindre au moins 15% des charges de l'entreprise en R&D. Ce 15% passerait à 10%. Et plusieurs aides supplémentaires qui viennent s'ajouter à ces dispositifs. Je les résume sur cette page. Je ne rentrerai pas volontairement dans le détail aujourd'hui pour une raison simple, c'est qu'on a uniquement des éléments de communication et pas de contours, pas de précision sur les modalités. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est que ces nouveaux dispositifs, donc le JEIC et le JEIR, n'entreraient pas en vigueur en 2024, mais plutôt sur 2025. Idem, ça reste à préciser. On a des aides qui sont plutôt intéressantes. On a des ouvertures et des possibilités supplémentaires qui sont offertes à ces catégories de jeunes entreprises innovantes pour aller travailler sur des commandes publiques pour obtenir des aides. Et on aurait aussi, j'ai oublié de le mentionner, la suppression de l'exonération d'IS pour les JEI. Voilà, en contrepartie de l'abaissement du taux, on irait vers la suppression de l'exonération des exercices, des 2 premiers exercices bénéficiaires en termes d'impôt sur les sociétés. Donc, idem, ces points-là ne sont pas encore définitivement validés. On peut avoir quelques modifications à la marche. Donc, on y reviendra, je pense, par des communications courant décembre. On attend simplement une validation définitive de cette fameuse loi de finances. Je terminerai par quelques précisions sur des actualités fiscales de l'année. Alors, j'en ai retenu 3 ou 4 qui semblaient d'importance. La première, elle concerne le statut de PME communautaire. Une PME communautaire, quand elle déclare des crédits d'impôt, recherche ou innovation, et qu'elle ne peut pas les imputer sur son IS, elle a la possibilité d'en demander le remboursement immédiat auprès du Centre des impôts des entreprises. Cette demande de remboursement immédiat, elle est obligatoire. On pourrait utiliser ce terme-là.
et pas optionnel. On a le cas d'une société qui s'appelle Argelux qui avait décidé de ne pas demander le remboursement immédiat de ses créances, mais d'attendre les fameux délais de 3 ans avant d'en demander le remboursement. Elle a été déboutée par l'administration fiscale et par la cour administrative d'appel, au motif que quand on est une PME communautaire, la demande de remboursement immédiat, elle prend finalement un caractère obligatoire. Donc attention à bien demander le remboursement de vos créances de cire au fur et à mesure de l'année, pour ne pas perdre cette option-là. Ça reste une décision isolée, ça reste une décision d'une cour administrative d'appel, donc ça ne vaut pas jurisprudence. Pour autant, certains centres des impôts pourraient s'appuyer sur cette décision pour rejeter des demandes de remboursement qui seraient trop tardives. On a quelques décisions concernant le poste de dépense des amortissements. Alors, ça concerne des taux d'option ou des taux d'utilisation R&D dans un premier temps. Quand on a un certain nombre de sociétés qui valorisent du matériel en R&D, elles n'ont pas toujours la possibilité de calculer de manière individualisée quel est le taux réel d'utilisation de tel matériel sur tel projet. Donc ces sociétés-là, elles peuvent être amenées à calculer un taux moyen. La plupart du temps, c'est le ratio entre les heures R&D et les heures travaillées du personnel et appliquer ce taux à l'ensemble du matériel qui serait en utilisation mixte R&D et pas R&D. On a une décision du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté cette approche au motif qu'un calcul de prorata doit être individualisé. Donc, dans la mesure du possible, essayer de différencier le taux d'utilisation de chaque matériel en le rattachant à une personne, en le rattachant à un projet, voilà, pour éviter d'éventuelles questions de la part de l'administration fiscale. Ça reste une décision isolée aussi, mais elle a eu quelques petits dans l'année, donc j'en présente qu'une seule. On en a eu plusieurs sur le même motif. On en a une autre qui est plutôt intéressante, qui concernait une société qui avait acheté du matériel à l'état neuf et qui s'est fait racheter dans le cadre d'une acquisition dans un groupe. Et c'est une société mère qui finalement a racheté ce matériel. Le Conseil d'État, donc ça fait jurisprudence, a acté le fait que si le matériel a été acheté à l'état neuf au départ, il conserve son statut d'état neuf, quand bien même il y ait un transfert de propriété de ce matériel dans le cadre d'un groupe. Du moment où la méthodologie scientifique est conservée, que le ou les projets se poursuivent, que le matériel est utilisé de la même manière avant ou après le rachat ou avant ou après l'acquisition, on ne perd pas la possibilité de valoriser l'amortissement de ce matériel au crédit d'impôt, recherche ou innovation. Plutôt une bonne nouvelle. On a le sujet des subventions publiques. On en a parlé tout à l'heure. Alors, on a une décision qui date de cet été du Conseil d'État qui est venu essayer d'expliquer ce qu'on entend par subvention publique. On a pas mal de débats depuis quelques années sur la définition de la notion de subvention publique. Est-ce qu'une subvention publique, est-ce qu'un prêt à taux zéro est une subvention publique ? Le Conseil d'État s'était positionné dessus il y a quelques années. Il n'empêche qu'on peut encore avoir des doutes. Donc cette décision-là, elle vient simplement donner une définition claire d'une subvention publique. La définition retenue, c'est une aide versée à raison d'opérations ouvrant droit au crédit d'impôt par une personne morale de droit public. Donc, ce qui signifierait que des établissements privés, type des associations, ne seraient pas concernés par la définition de subvention publique. Il reste toujours un débat assez ouvert sur la BPI, qui est une structure de type SA, donc plutôt privée, pour autant détenue majoritairement par des personnes morales de droit public et pour laquelle, quand on a une subvention, c'est bien l'État, donc bien une personne morale de droit public, qui finance finalement ces projets. Donc on est un peu sur un statu quo en positionnement pour savoir si la BPI entre ou pas dans cette définition de subvention publique. On espère une parution ou une modification des textes de loi d'ici les prochains mois. Pour le moment, on considère qu'on conserve une déduction des subventions BPI de l'assiette de dépenses pour éviter tout risque. On a en parallèle une décision assez étonnante de la Cour administrative d'appel de Lyon
C'est un cas d'espèce, c'est un cas qui est isolé, qu'on doit remettre dans son contexte, mais qui vient finalement un petit peu chambouler l'approche classique et l'approche communément acceptée sur les textes de loi. C'est une société qui a été créée, spin-off, donc d'une grande structure, créée pour faire spécifiquement de la R&D, qui obtient une subvention publique spécifiquement pour le projet de R&D sur lequel elle travaille, et elle avait déduit, non pas l'intégralité de la subvention publique, mais une partie de cette subvention, au motif que la subvention venait couvrir des dépenses de R&D et des dépenses qui n'étaient pas de la R&D. Donc, il y a d'espèces, on était sur des dépenses de marketing. La Cour administrative d'appel de Lyon a refusé cette approche-là, en considérant que la seule activité de la société étant de la R&D, elle était tenue de déduire l'intégralité de la subvention. Ça reste un cas isolé, ça reste un cas qui est très dépendant des conditions de la société, donc on n'en tiendra pas rigueur, mais ça vous donne un peu de visibilité sur les sujets qui sont aujourd'hui dans le collimateur finalement de l'administration fiscale et des sujets sur lesquels on risque d'avoir des modifications sur les prochaines années. Dernier point qui est venu conforter la modification de l'approche du ministère de la Recherche, notamment dans le guide CIR dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, c'est justement un durcissement des exigences pour la justification des dépenses de personnel. C'est une décision de cour administrative d'appel, tombée sur l'année aussi, qui rejetait la valorisation de certaines personnes au crédit d'impôt, au motif que les justificatifs apportés n'étaient pas suffisants, n'étaient pas datés, ne donnaient pas suffisamment d'informations sur la participation et la durée de participation des collaborateurs. Pour autant, un certain nombre d'éléments avaient été communiqués, des attestations, des fiches de poste, des fiches de temps. Ça ne veut pas dire que ce sera systématique, mais on a constaté au niveau des contrôles actuels qu'il y a effectivement une demande un peu plus fine, des attentes supplémentaires de la part des inspecteurs et du ministère de la Recherche. Donc, veillez à conserver au fur et à mesure de l'année à la fois des suivis des temps et aussi des justificatifs tangibles. L'idée n'étant pas de pouvoir démontrer que telle personne, chaque jour, a bien travaillé sur le projet, mais à minima qu'elle ait bien travaillé sur le projet. Donc, des agendas, des comptes rendus de réunions, des feuilles d'émargement éventuellement sur des réunions communes, des échanges de mails, voilà, un minimum d'informations documentaires tangibles qui puissent prouver que telle personne a bien travaillé sur tel projet. Donc, ces éléments, on les retrouve aussi sur, comme on disait, les demandes un peu accrues ou les demandes un peu différentes au niveau des contrôles fiscaux, des exigences supplémentaires. Donc, ça vient conclure, en tout cas, les retours d'expérience qu'on a pu avoir. On a un rejet assez fréquent aujourd'hui sur la forme, sur le fond comme souvent, mais davantage sur la forme, avec une demande, comme je l'expliquais, d'éléments de preuve tangibles. Donc en termes de bonnes pratiques, des points clés qui sont pour certaines des évidences, mais qui méritent d'être rappelés. Veillez à bien respecter le format des guides CIR, notamment dans le cadre des points particuliers qui sont mentionnés dans les guides chaque année, les études cliniques, les projets informatiques. Donc, veillez à avoir le bon niveau d'information. N'hésitez pas à annexer un maximum de documents qui viennent justement étayer le dossier technique qui normalement doit être synthétique, mais si vous avez des projets qui sont importants, ça peut permettre d'expliquer la matérialité des travaux. Ayez une attention particulière sur l'adéquation entre le personnel et les travaux. Donc les contributions individuelles, comme on le disait tout à l'heure, qui sont de plus en plus challengées. Des justifications de quantum, où le ministère de la Recherche jusqu'à présent ne venait pas vérifier ces points-là, et ça commence à être assez systématique. Les experts du ministère de la Recherche, au-delà de l'analyse technique, se positionnent aujourd'hui sur les temps passés, veillent à étudier l'adéquation entre le temps nécessaire pour travailler sur un projet de la R&D et ce qu'on a valorisé. Justification des tâches connexes comme nécessaires sont aussi importantes et s'assurer que l'ensemble du personnel a bien la bonne qualification, notamment en l'absence de diplôme. Veillez bien à collecter et à indiquer les éventuelles formations, nombre d'années d'expérience, équivalent de niveau sur les bulletins de paye pour justifier que des personnes qui n'auraient pas de diplôme de technicien ou ingénieur ont cette équivalence par expérience. Sur des éléments plus classiques en termes de dépenses, notamment sur la sous-traitance, il y a une demande systématique aujourd'hui
que vous soyez sous-traitant ou donneur d'ordre, de collecter les contrats, les factures, les cahiers des charges, les livrables, veiller à les conserver au fur et à mesure, voire à compléter une fiche descriptive, notamment si vous valorisez des factures de sous-traitance, pour expliquer en quoi le travail qui a été sous-traité est un travail soit de R&D, soit un travail nécessaire à la R&D. Et ensuite, vous avez des demandes supplémentaires qui ne sont pas systématiques, mais qu'on a pu voir passer, notamment si le projet est mené intégralement pour un client, notamment pour des sociétés de type bureau d'études ou sociétés de conseil qui pourraient valoriser ce type de projet. On a eu des cas, assez rares, mais des cas quand même, où on a demandé des autorisations du client, du donneur d'ordre, pour valoriser les projets dans le cas du crédit d'impôt recherche. Donc, on a quand même des demandes supplémentaires et des points de vigilance en termes de questionnement de l'administration fiscale sur les sociétés de conseil, de services, de bureaux d'études, de SN, qui sont davantage visées aujourd'hui, avec une approche et une demande par faisceau d'indicateurs. Donc, il n'y a pas de rejet systématique sur ces structures-là. On a simplement des demandes supplémentaires et des points d'attention supplémentaires qui sont étudiés. Donc, si vous avez la possibilité de veiller à tous les points que je vous ai précisés, notamment des éléments de quantum, de justification individuelle, il n'y a pas de souci particulier, simplement qu'il y a plus de questions, donc on a plus d'éléments et plus d'informations à communiquer. Idem, si vous avez des cas d'espèces, des questions en particulier, des sujets qui vous sont remontés sur des contrôles où vous souhaitez avoir des demandes ou des précisions, n'hésitez pas à revenir vers nous, on tâchera d'y répondre au mieux. Techniquement, j'en ai terminé. Je ne suis pas revenue volontairement sur les basiques des crédits d'impôt. Pareil, si c'est des choses qui sont plus ou moins familières, on peut tout à fait être amené à fournir à Nathalie des présentations plus génériques sur les modalités de ces dispositifs. Je vous invite à aller consulter le guide du ministère de la Recherche sur le CIR, qui est quand même relativement bien fait et qui donne toutes les modalités applicatives. En termes d'explication, c'est assez dense, mais c'est complet. Merci Laure pour cette présentation très claire, très détaillée et qui atteste de la pertinence d'être accompagné par un cabinet comme Letton pour identifier les leviers financiers qui permettent d'accélérer la croissance des entreprises. Voilà, on voit que Letton a une expertise pluridisciplinaire sur ces dispositifs de financement d'innovation et qu'il y en a beaucoup aujourd'hui et qu'il est important d'être bien accompagné en amont et aussi a posteriori, comme vous l'avez démontré avec les contrôles fiscaux pour lesquels vous avez accompagné les entreprises. Est-ce que vous voulez qu'on réponde aux questions peut-être? Oui, absolument.